Bienvenue à vous tous et merci d'être si nombreux à regarder cette émission spéciale qui va nous plonger au cœur de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cet espace commun aux 8 États membres. Cette Cour de justice a plusieurs missions. Au cours de cette émission, nous allons découvrir ces missions, le fonctionnement de la Cour et surtout, qu'est-ce que cette Cour fait pour faciliter l'existence aux habitants de l'espace communautaire. Pour répondre aux différentes questions sur la Cour de justice de l'UEMOA, je suis sur le plateau avec 3 membres de cette Cour. Le premier, avocat général de la Cour de justice de l'UEMOA, Bawa Yaya Abdoulaye. Ensuite, M. Samb Ibrahima, qui est auditeur à la Cour de justice de l'UEMOA et magistrat de formation, et M. Yameogo Amidou, greffier adjoint de la Cour de justice de l'UEMOA. Merci d'accepter répondre à nos questions. Alors, avant de vous retrouver pour les éclairages, nous allons regarder ensemble ce reportage qui va essayer de nous situer sur la perception que les habitants ou les différentes personnes ont de la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA est l'un des organes de contrôle juridictionnel de l'UEMOA. Elle veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du traité. Ainsi, cette Cour a une compétence non contentieuse, c'est-à-dire les demandes d'avis sur les recours préjudiciels, et une compétence contentieuse en matière d'arbitrage, de recours en manquement, de recours en appréciation de l'égalité, de recours de plaintes contentieux de concurrence, de recours du personnel de l'Union et de recours en responsabilité, comme le reconnaissent les professionnels du droit. La Cour de justice de l'UEMOA, elle existe il y a beaucoup de temps. Ce rôle, c'est de réguler les contentieux entre les États. Et maintenant, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous avons eu à avoir connaissance de beaucoup des arrêts qu'ils ont rendus, qui se sont imposés à nos différents États. Et ce qui est important parce que ça permet de réguler le contentieux au plan régional. Je suis Maïna Karté Boukar, secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes. La Cour de justice de l'UEMOA, qui est donc l'organe juridictionnel à qui est dévolu un certain nombre de compétences en matière juridictionnelle, notamment dans le cadre de l'interprétation et l'application du droit communautaire. Donc cette Cour a des attributions en matière contentieuse. Elle connaît aussi, elle peut aussi être consultée par rapport à certaines questions du droit. Elle est aussi un arbitre. Et elle peut aussi faire de la consultation juridique. Un État membre ou bien un organe de cet espace-là peut s'adresser à la Cour à l'effet d'avoir un avis sur la manière dont il faut regarder une disposition communautaire. La BOAD est une institution de l'UEMOA avec le siège à Lomé. Si un agent de la BOAD a été licencié, il saisit le juge national togolais. Le juge national se rend compte qu'il ne peut pas appliquer la norme, le code du travail au cas d'espèce. Il saisit donc la Cour de justice pour savoir au niveau de la communauté quels sont les tests applicables. Nous avions entre-temps été saisis par certains agents de la BCAO qui étaient licenciés sur place à Lomé. Donc, l'avocat de la BCAO avait dit que nos tests togolais ne sont pas applicables, qu'ils jouissent d'une immunité au Togo. Ce qui nous a permis de saisir la Cour de justice de l'UEMOA pour nous permettre de savoir comment il faut régler ce problème. Lorsque la Cour de justice nous a donné la solution, cela nous a permis de régler ce problème. Et je précise aussi que le recours préjudiciel, le juge ne doit pas attendre qu'on le lui demande. Il peut se saisir d'office dès lors qu'il constate que la norme applicable est une norme supranationale, c'est-à-dire une norme qui intéresse l'espace communautaire. Selon ces professionnels du droit, les juridictions nationales éprouvent des difficultés à l'application du droit communautaire du fait de l'inaccessibilité des textes de loi, directives et arrêts de la Cour, ce qui pose le problème de codification du droit communautaire.
Mais nous avons aujourd'hui plusieurs difficultés par rapport à cette situation, puisque normalement les directives et les textes qu'ils prennent et les arrêts, ça ne nous parvient pas pour qu'on puisse avoir leur effectivité sur le plan national, puisque c'est une juridiction communautaire. Maintenant, les directives, là, ça s'impose à tous les États. En dehors des sphères judiciaires, la Cour de justice de l'UEMOA est quasi inconnue des justiciables de l'Union, comme l'illustrent ces témoignages. Bon, j'ai pas grand-chose de la Cour de justice et je ne connais pas aussi ses opérations ni son fonctionnement. La Cour de justice de l'UEMOA, quand même, bon, je ne connaissais pas. Non, je ne connais pas. Désolé, monsieur, je n'ai jamais entendu parler de cette cour. J'ai entendu parler de la Cour de justice de l'UEMOA. Je ne sais pas comment la Cour de l'UEMOA fonctionne. Je ne sais pas du tout. De retour sur le plateau et comme on vient de le voir dans le reportage, Monsieur Yaya Abdoulaye Bawa, lorsqu'on vous dit que la Cour de justice de l'UEMOA n'est pas très connue dans l'espace justement auquel cette cour appartient, qu'est-ce que vous répondez? Par une petite anecdote ou bien formule, on dit que l'étranger visiteur dans une ville ne visite tout sauf l'hôpital. Et pourtant, il sait que l'hôpital existe. La cour est connue, on sait qu'elle existe. Évidemment, elle n'apparaît pas sur les espaces publicitaires. Alors, qu'est-ce à dire réellement aujourd'hui quand on prend l'adage que vous venez de donner qui est éminemment inspiré d'une grande sagesse dans la réalité de votre quotidien à la cour et la perception qu'on en a? Aujourd'hui, la connaissance de la cour, tout simplement, se traduit par ceux qui ont intérêt à l'approcher, ceux qui ont quelque chose à prouver, ceux qui ont quelque chose à sauvegarder. Et là, vous trouverez ceux qui connaissent comment est-ce que la cour est connue par ceux qui la saisissent, n'est-ce pas? Ceux qui vont demander les services commandés, pour parler plus simplement, ceux qui saisissent la cour, ils savent qu'elle existe. Et aussi, à travers les prestations de cette cour, eh bien, pour ceux qui s'y intéressent, ils savent très bien qu'elle existe. C'est à l'image, en fait, des juridictions, comme on dit, les tribunaux ordinaires nationaux dans les pays. En fait, dans la vie quotidienne, comme j'ai fait le parallèle avec les hôpitaux, c'est pas au sens propre du terme des entités, des structures fréquentables au quotidien par les gens, sauf en cas de nécessité. Bon, aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution et surtout le penchant affirmé par les gouvernants de nos États, eh bien, pour parachever ou faire évoluer l'œuvre d'intégration, eh bien, la Cour prend sur elle de se faire connaître plus. Sinon, je peux vous dire qu'elle est connue. Alors, Cour de justice de l'UEMOA est connue. Monsieur Samb Ibrahima, vous qui êtes auditeur à la Cour de justice de l'UEMOA, si il vous était demandé aujourd'hui de la présenter mieux aux téléspectateurs de façon sommaire. Merci Michel Naoui pour l'occasion que vous me donnez de parler de la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA est un organe prévu par l'article 16 du traité et créé par l'article 38 du même traité. C'est le protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle juridictionnel de l'UEMOA qui lui fixe sa mission. Son article 1er nous dit que la Cour de justice est chargée de veiller à la bonne interprétation et à la bonne application du traité de l'UEMOA. Bon, il s'agit de manière générale du traité et de l'ensemble des normes UEMOA. Donc, c'est dire que la Cour de justice joue un rôle extrêmement important dans le dispositif institutionnel de l'UEMOA et également dans la réalisation des objectifs de l'UEMOA. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Je peux dire que c'est des hommes et des femmes qui sont chargés au niveau de la Cour
de distribuer la justice communautaire. Ces hommes et ces femmes sont choisis parmi des personnalités ayant des compétences en matière judiciaire qui leur permettent d'occuper les plus hautes fonctions juridictionnelles dans leur pays. Ils sont au nombre de 8 parce que proposés par les États membres de l'UEMOA, qui sont au nombre de 8, et nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Après la nomination, ils prennent fonction au niveau de la Cour en prêtant serment, à la suite de quoi ils désignent en leur sein un président pour 3 ans. C'est aussi bien le mandat des juges est renouvelable que le mandat du président. 2 d'entre eux occuperont après les fonctions de premier avocat général et d'avocat général. Le reste des juges étant des juges à la Cour de justice de l'UEMOA. Maintenant, la question qui se pose est de savoir pourquoi une Cour de justice au sein d'une organisation dont la vocation est essentiellement économique. La réponse peut être facile si on suit bien la manière par laquelle l'UEMOA, qui est une organisation d'intégration économique, recherche la réalisation de ses objectifs. Les objectifs donc qui sont économiques sont recherchés par la voie de l'adoption et d'application de normes juridiques que les États et les ressortissants ou même ceux qui vivent ou entreprennent dans le territoire de l'Union sont obligés de respecter. Voilà la raison pour laquelle il y a une Cour de justice qui est chargée d'interpréter et de sanctionner les violations des normes communautaires qui sont adoptées au sein de l'Union. Avant d'entrer, on va également parler des compétences de la Cour. Monsieur Hamidou Yameogo, on sait que l'UEMOA, c'est la volonté de 8 États d'être dans un espace d'intégration. Aujourd'hui, en quoi se justifie une juridiction communautaire à cet espace-là? Oui, ce qui justifie l'existence de la Cour de justice de l'UEMOA, c'est le souci de l'effectivité dans la mise en œuvre des normes communautaires, le souci de sécurité juridique tout court. Et c'est ça qui fait la différence entre le droit communautaire et le droit international général. En droit international général, la signature de conventions internationales ne s'accompagne pas forcément de la mise en place de juridictions qui sont chargées de veiller à l'application des engagements internationaux. Ce qui fait que le droit international reste un droit de coopération laissé un peu à la merci de la bonne ou de la mauvaise foi des parties signataires. Le droit communautaire, en revanche, est un droit supranational d'application immédiate et directe, de sorte qu'il faut nécessairement une juridiction pour encadrer la mise en œuvre et l'interprétation harmonieuse des textes communautaires. Dans ce cas, quelles sont alors les compétences de cette Cour-là? La Cour de justice de l'UEMOA a 2 grandes familles de compétences, les compétences non contentieuses et les compétences contentieuses. Les compétences non contentieuses, ce sont les situations dans lesquelles il n'y a pas de parties en litige. Vous avez par exemple la compétence de la Cour à émettre des avis à la demande des organes de l'UEMOA, la compétence de la Cour à répondre aux questions que les juridictions nationales lui posent à travers le mécanisme du recours préjudiciel. Ça, c'est les compétences non contentieuses. Quant aux compétences contentieuses, elles sont diverses. Donc, je vais citer quelques-unes. Vous avez par exemple le recours en manquement, qui est la compétence de la Cour à constater éventuellement les manquements des États membres à leur engagement communautaire. Vous avez le recours en annulation, recours en vertu duquel la Cour peut être amenée à apprécier la légalité d'un acte pris par un organe de l'Union. Vous avez la compétence, le recours en responsabilité, recours en vertu duquel la Cour peut être amenée à statuer sur la responsabilité d'un organe de l'Union
suite à un acte juridique qu'il a pris ou suite à un fait juridique qu'il a posé dans le cadre de son fonctionnement. Vous avez également le contentieux du personnel de l'Union, parce que c'est la Cour de justice qui est compétente pour connaître des litiges entre l'Union et ses agents. Vous avez également le contentieux de la concurrence entre les entreprises installées donc dans l'Union. Nous sommes ici dans un contexte de droit communautaire. Alors, dites, si vous devez expliquer le droit communautaire à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent les mécanismes du droit communautaire, qu'est-ce donc? Au départ, disons, pour faire plus simple et plus court, si nous parlons de cour de justice, il faut en référer à l'entité fondamentale de laquelle est issue cette cour. C'est l'UEMOA. Ce n'est rien d'autre qu'une volonté qui a été réalisée en une formule sur le terrain qu'on appelle marché commun, qui a un espace territorial au niveau des États de l'Ouest africain. Le développement économique à réaliser dans ce marché commun ne peut procéder que par une intégration. Cette intégration, je le répète, est basée sur le développement économique, qui est le facteur principal de la création de cette entité-là. L'UEMOA. Bien. Et cette entité UEMOA a une structure. Elle a un squelette. Sur ce squelette vient se plaquer une anatomie fonctionnelle. Vous avez la conférence des chefs d'État et de gouvernement, principalement pour le citoyen lambda ou celui qui est intéressé à la chose, il doit savoir tout de suite que cette conférence, donc c'est la première instance, disons la suprême, elle génère des directives, des édits qui auront force de loi dans leur application par tous, étant donné que c'est une entente. Après la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous avez le Conseil des ministres. Vous verrez qu'on descend d'un strate en dessous avec une sorte de dilution, mais des mêmes compétences, qui prend des actes, ces actes appelés à être exécutés, toujours par des organes administratifs d'exécution couvrant tout ce territoire ouest-africain appelé UEMOA. Et après ça, vous avez vous avez des organes, vous avez le Parlement aussi. Là, on a une sorte d'ossature d'un État, alors que ici nous sommes dans un cas de pluri-État. Vous descendez, vous trouvez des organes de contrôle juridictionnel. Pourquoi juridictionnel? Il y a contrôle parlementaire. C'est comme une sorte de gouvernement avec un chef d'État, là c'est plusieurs chefs d'État, avec non pas un gouvernement composé d'une dizaine, vingtaine de ministres, plusieurs ministres, avec un parlement qui va occuper pratiquement ce territoire-là, ouest-africain. Et bref, en descendant, vous verrez qu'il y a des structures, c'est compartimenté, et chacun avec des missions, des attributions, des compétences précises. Et lorsque vous procédez à une fusion, ce qui n'est pas forcément le cas ici, c'est une harmonisation. Parce que chacun des États composants, étant membre de l'UEMOA, a ses spécificités nationales, a ses particularités nationales. Il s'agit d'harmoniser tout ça au sein de l'UEMOA, sur le facteur essentiellement économique. Bien entendu, il y aura des heurts. Bien sûr. Il peut arriver des malentendus, disons ça comme ça, en termes très simples. Entre États. Entre États, entre les organes, animateurs, inventeurs de lois, applicateurs de lois, exécuteurs de directives. Alors lorsque on ne s'entend pas sur une norme, lorsqu'on n'est pas d'accord sur l'esprit ou la lettre d'une norme, eh bien, la Cour de justice intervient. Principalement. Et là, vous avez donné un exemple, on vous le dira, dans les compétences, où vous verrez que ce n'est pas forcément, il y a problème au sens propre du terme, il y a un litige comme ça, tel qu'on connaît,
opposant deux parties ou plusieurs parties que la Cour intervient. Elle peut, avant même qu'il y ait un problème, dans l'évitement de problème, dire cette norme-là, elle est applicable parce qu'elle est en toute légalité. Cette norme-là n'est pas applicable parce que non. Donc on vous dira tout ça dans les compétences. Donc voici l'essentiel de la fonction, l'origine et surtout le motif d'existence de la Cour de justice, c'est de l'UEMOA. Pour que tout soit parfait, pour que tout soit bien huilé, pour que ça fonctionne, tous ces organes contenus dans leur démembrement, chacun dans ses attributions, forcément il y aura des heurts. Ou alors, pour parfaire tout ça, pour arriver à l'harmonisation, afin qu'il y ait l'efficacité dans l'UEMOA, il faut quand même un organe de contrôle juridictionnel, quelqu'un qui doit séparer des antagonistes, entre guillemets, qui n'en sont pas, en fait, véritablement des antagonistes. Voilà ce que... Alors, dit de cette façon, cela est très clair, comprendre mieux le droit communautaire, mais vous conviendrez avec nous, Monsieur Samb Ibrahima, que, par exemple, dans les différents États, les 8 États qui composent l'UEMOA, il y a le droit au niveau national et puis il y a le droit communautaire qui procède du traité que les citoyens de l'espace sont censés connaître. Est-ce que justement au niveau de la Cour, il y a un mécanisme pour permettre l'appropriation du droit communautaire par les citoyens? En réalité, la mission qui tend à faire de sorte que le droit communautaire soit approprié par les populations est dévolue à la Commission et aux États. Mais sachant que la saisine de la juridiction communautaire dépend grandement de l'appropriation et de la connaissance de ce droit communautaire, la Cour a trouvé les moyens permettant de transporter le droit communautaire vers les usagers, vers les populations. Et comment la Cour procède? La Cour le fait à travers la participation à des sessions de formation organisées à l'intention des corps judiciaires, des avocats, des magistrats, de la société civile, des populations de manière générale. Au-delà des aspects que je viens de décrire tout de suite, il y a également, et cela la Cour le fait depuis quelques années, l'organisation des séminaires nationaux et des séminaires régionaux qui permettent d'inviter un public assez large, composé de praticiens, composé quand même d'opérateurs économiques, composé de fonctionnaires des États qui œuvrent tous les jours dans l'application du droit communautaire. Donc ces sessions qu'on fait au niveau des États permettent également de transporter le droit communautaire vers les usagers et de créer les conditions de l'appropriation de ce droit communautaire-là. Il y a également, je peux le dire, la coopération avec les centres ou instituts de formation de magistrats des États, des centres de formation d'avocats, à l'image du CIFAF qui est basé à Cotonou et qui œuvre dans la formation des jeunes avocats francophones, qui donne la possibilité à la Cour de participer à ces sessions de formation. À côté du CIFAF, il y a l'ERSUMA également qui a assez souvent donné à la Cour la possibilité de participer à ces sessions et de faire connaître le droit communautaire UEMOA. Il y a également d'autres possibilités que la Cour est en train d'initier, de mettre en œuvre, c'est-à-dire la coopération par exemple avec les universités d'État des pays de l'UEMOA. Récemment à Cotonou, à l'occasion du séminaire régional organisé par la Cour au mois de décembre, il y avait une forte participation des représentants des universités et en marge de ce séminaire, une réunion a été tenue entre la présidente de la Cour et les responsables de ces universités-là. Pourquoi faire? Pour définir les contours d'une collaboration permettant d'inclure
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'enseignement du droit communautaire dans les programmes de formation des universités. Voilà donc quelques idées, quelques, je veux dire, voies choisies par la Cour de justice de l'UEMOA pour créer les conditions de l'appropriation du droit communautaire par les populations et par les usagers de manière générale. Il faut aussi tenir compte d'un principe qui est sacro-saint dans le milieu judiciaire, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Certes, c'est un principe sacro-saint qui veut dire que nul ne peut se réfugier derrière son ignorance d'une norme communautaire ou d'une norme juridique de manière générale pour justifier son comportement. Mais s'agissant d'un droit extrêmement jeune, comme l'est le droit communautaire, il me semble qu'il ne serait pas judicieux de mettre en avant ce principe. Vous l'avez dit, le droit communautaire est en compétition avec le droit national dans les États. On a trouvé le moyen de gérer cette compétition à travers les critères qu'on a donnés, les caractères généraux qu'on a donnés au droit communautaire, qui sont l'applicabilité immédiate, ou bien l'application immédiate du droit communautaire, et surtout le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national. Mais pour que ces caractères généraux puissent être appropriés et permettre l'application du droit communautaire par rapport au droit national, il va falloir également que le droit communautaire soit connu. Pour un droit jeune qui n'est pas enseigné de manière généralisée, qui n'est pas vulgarisé de manière généralisée, je crois qu'il faut faire attention avec ce principe. Y aller doucement, faire connaître le droit communautaire, faire approprier le droit communautaire, et lorsqu'on se sera rendu compte que on a joué notre rôle par rapport à la connaissance du droit communautaire, à partir de ce moment, on pourra peut-être dire que nul n'est censé l'ignorer. On comprend que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour que les tests communautaires soient appropriés par les ressortissants de l'espace communautaire. Mais une chose, M. Hamidou Yameogo, est de connaître les tests. Une chose est aussi de pouvoir saisir la Cour. Vous nous direz à l'instant si c'est facile de la saisir ou comment vous faciliterez la saisine de cette Cour. Mais d'abord, comment se fait cette saisine-là? Les mécanismes de saisine sont fonction de la diversité des compétences que j'ai évoquées tantôt. À chaque type de recours équivaut un formalisme de saisine particulier. Pour les avis, donc c'est par demande que les organes habilités donc saisissent la Cour. Pour le recours préjudiciel, donc c'est par demande également que les juridictions nationales adressent à la Cour. Pour le contentieux, à savoir le recours en manquement, le recours en annulation, le recours en responsabilité, et ainsi de suite. Donc c'est par requête en bonne et due forme, avec des mentions substantielles décrites dans les textes de procédure de la Cour. Et là, il faut préciser que les particuliers doivent être assistés par avocat. Et les organes et les États membres, quant à eux, sont représentés par donc, des agents, lesquels agents sont également à leur tour potentiellement assistés par des avocats. Donc voici en résumé donc, les formes de saisine de la Cour de justice de l'UEMOA. Ça veut aussi dire que ce n'est pas la Cour de Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça? Non, la question ne se pose pas en ces termes. Comme j'ai dit, il y a des personnalités que les textes communautaires ont donné habilitation à saisir la Cour. Donc si vous êtes compétent au regard de ces textes pour saisir la Cour, eh bien en ce moment, vous pouvez donc saisir la Cour. Au cas contraire, donc vous ne serez pas en fait reçu régulièrement au niveau de la Cour. Alors, M. Abdoulaye Yaya, un mot sur la saisine, sur le développement que vient de faire M. Yameogo Hamidou. C'est très intéressant comme développement. Et je saisis l'occasion pour revenir, si vous le permettez, à ce qui a précédé la prestation de Maître Yameogo, c'est-à-dire par M. Sambé. Quand il vous a décrit de façon exhaustive, pratiquement limitative même, de quelle façon, de quelle manière, par quel mécanisme la Cour
a procédé à la vulgarisation où elle permet l'accessibilité à la Cour, aux normes, tout ça, communautaires et tout, avant que spécifiquement le maître Yamogo nous explique à travers les compétences, les voies de saisine et ainsi de suite. En réalité, voilà. C'est très intéressant ce qu'ils ont exposé. Et quand vous avez, permettez, j'ai pu comprendre que vous avez conclu par dire, en fait, c'est pas la Cour pour monsieur tout le monde. Oui. Je pense plutôt que c'est le contraire. Apparemment, il y a une contradiction, c'est ce que je vais vous dire. Le juge ne fait pas la publicité de son code, ni la propagande de la loi qu'il va appliquer. Non. C'est comme un médecin qui ne fait pas du porte-à-porte pour chercher des patients. Il attend les patients viennent à lui. Mais le juge dont nous parlons, qui ne fait pas la publicité de son code, c'est le juge ordinairement connu, le juge pénal. Ouais. Il est là avec le code, le hachoir juridique légal dans la main. Dès qu'un délinquant présumé tel lui est présenté ou lui est déféré, il lui applique la sanction si la preuve est faite que le délinquant présumé est coupable. Une sorte de retenue absolue, un verrouillage complet, ce juge-là, par rapport avec la société. Alors, ce n'est pas ce juge-là que vous trouvez à la Cour de justice de l'UEMOA. C'est une autre, c'est la même magistrature, mais c'est un autre magistère. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de voleurs de victimes devant la Cour de justice. Il n'y a pas de personnes présentées être en délicatesse dans leur affaire devant le juge de l'UEMOA. Non, pas du tout. Pas de délit de droit commun. Exactement. Les juges ou la Cour de l'UEMOA fait en sorte que tout ce que M. Sambé a décrit, a énoncé, a énuméré, a répertorié comme formant la norme, le droit communautaire, pour leur application. N'est-ce pas? Sans complication. Et de favoriser l'idée première d'intégration économique pour que cela puisse être exécuté, appliqué par les acteurs concernés. Alors, le juge de la Cour de justice de l'UEMOA, dans ce cas, a un rôle qui, classiquement, on peut penser que cela relève de la commission, une autre instance de l'UEMOA, qui va faire la promotion de tous les organes, de tout ce qui se fait au sein de l'UEMOA. Le juge de la Cour, en tout cas, je peux, sans aucune intention, je ne sais pas comment dire, affirmer que l'équipe, la Cour actuelle en tout cas, dans sa composition actuelle, s'y prête fort bien pour continuer cette promotion-là. Et cette Cour, l'UEMOA, elle va faire la publicité de son code. Tout simplement, afin que justement, monsieur, tout le monde sache que le camion rempli de coton qui va quitter le fin fond du Mali peut arriver au port togolais de Lomé ou Abidjan, à Côte d'Ivoire, sans être soumis à des tracasseries exagérées, zélées de police, de route, au nom de certaines sécurisations de trafic, machin, tout ça, sauf suivant les nécessités, les impératifs ou les contraintes de sécurité normalement admises. Alors le juge doit, et là le juge de cette cour actuelle, eh bien tout simplement, il prend son bâton de pèlerin à travers ces diverses manifestations, prestations que vient d'énumérer M. Sambé. Et là je vais profiter, je pense peut-être, je répète un tout petit peu, je peux dire la voix de Madame la présidente de cette cour pour en appeler à bonne volonté de s'y prêter à ce jeu-là. Lorsque il advient qu'on organise des séminaires ou de ces regroupements ou de ces rencontres pour échanger, porter la nouvelle
porter, expliquer et offrir la connaissance du droit communautaire, et bien que les gens jouent le jeu, qu'ils viennent, qu'ils participent. Il va de l'intérêt de tous. Voilà ce que je peux ajouter sur ce que... Donc, ce qu'il vient d'expliquer, Maître Yamogo, ce n'est pas restrictif. Ça n'a rien de réducteur. Non, au contraire, tout simplement, pour que l'intégration, tout simplement, se réalise, pour que l'économie suive, pour que ce marché commun, effectivement, offre le choix à tous les acteurs d'avoir le choix, le libre choix des échanges, des prestations dans ces 8 États qui gouvernent 8 pays, eh bien, il faut que la norme, ce qu'a expliqué M. Sambé, le droit communautaire soit connu de tous. Et le juge dit, venez voir comment ça se passe, surtout venez connaître ce qui est dans ce traité. Alors, vous avez commencé aussi tout à l'heure par parler des organes de l'UEMOA. J'aimerais bien demander à M. Sambé quel rapport la Cour de justice de l'UEMOA entretient avec les autres organes de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA entretient des rapports assez étroits avec les autres organes de l'UEMOA. En ce sens que la Cour joue un rôle de conseil pour les organes de l'UEMOA parce que dans ses compétences, comme Maître vous l'a dit tout à l'heure, entre la compétence de donner des avis pour les organes de l'UEMOA. Donc, ne serait-ce que pour ça, il y a quand même une relation de coopération qui existe entre la Cour et les organes de l'UEMOA. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que la réalisation des objectifs assignés à l'UEMOA incombe à tous les organes. Et pour que chacun puisse jouer son rôle de manière convenable, il faut qu'il y ait une synergie d'action, même si chacun a un rôle particulier et bien délimité à jouer. Mais il faut qu'il y ait une synergie d'action. Et c'est dans ce cadre-là que la Cour entretient avec les autres organes ces rapports que je dis, que je qualifie de rapports étroits. La meilleure preuve est celle que la Cour et la Commission ont montré à la face, je veux dire, de nous tous, y compris des États membres, qui est la collaboration qui a eu lieu dans l'organisation du séminaire régional de Cotonou qui vient de s'achever. Vous savez, l'organisation de ce séminaire a mobilisé beaucoup de cadres de la commission. Et les thèmes qui y ont été développés l'ont été en majorité par des directeurs qui sont en service à la commission de l'UEMOA. Voilà un exemple et voilà quand même qui prouve les rapports qu'il y a entre la Cour et les organes. Chaque organe a un rôle que le traité lui a attribué. Et dans l'exécution de ces missions, il n'y a pas de lien de subordination entre les organes. La Commission a un rôle bien déterminé, la Cour des comptes a un rôle bien déterminé, la Cour de justice a un rôle bien déterminé. Pour ne parler que de ces organes, chacun joue ce rôle en toute indépendance, mais avec le seul souci de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. Donc en un mot, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre ces différents organes. Cette même collaboration, est-ce qu'elle existe à un niveau supra quand on sait qu'il y a également l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OHADA? Cette cohabitation, elle est aisée? Comment se passe-t-elle? Vous posez là une question pertinente parce que en droit, l'existence de plusieurs juridictions dans le même espace géographique peut poser ce qu'on appelle des conflits de compétences. Des conflits qui peuvent être négatifs ou positifs. Des conflits négatifs de compétences dans l'hypothèse où aucune des juridictions en présence ne se sent compétente
pour connaître d'une situation juridique donnée, laissant ainsi le justiciable à lui-même. Des conflits positifs de compétences dans l'hypothèse où plusieurs d'entre elles se sentent compétentes à connaître d'une question. En France, cette question est réglée par le tribunal des conflits. Mais dans le cadre donc de la collaboration entre la Cour de justice de l'UEMOA, la Cour de la CEDEAO, la Cour de l'OHADA, nous essayons de régler donc ces questions, je dirais donc dans le cadre de la coopération judiciaire, à travers ce qu'on appelle les rencontres interjuridictionnelles. Ce sont des cadres de rencontres régulières où on essaie donc d'échanger sur la prévention de ce type de situation. Au même moment, je voudrais vous entendre aussi vous prononcer sur les attentes, par exemple, des universitaires, ceux qui sont surtout les praticiens du droit sur cette cour-là. Les attentes des universitaires, effectivement, à l'occasion de la rencontre, à l'occasion du séminaire régional de Cotonou qui a eu lieu en fin d'année 2016 à Cotonou, et que M. Sam a évoqué donc tantôt, nous avons eu la chance de réunir les universitaires et les écoles de formation professionnelle. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce que les universitaires veulent, c'est d'avoir accès rapidement à la jurisprudence de la Cour, de sorte à pouvoir la questionner en temps réel. Parce qu'il est très important pour que la justice donc grandisse, qu'il y ait une bonne collaboration entre les doctrinaires, entre parenthèses les théoriciens et les praticiens que nous sommes. Aujourd'hui, quand vous prenez la médecine, pourquoi elle évolue rapidement? Quand vous prenez un professeur d'université en médecine, il a un pied à l'hôpital et un pied à la faculté de médecine, de sorte que la théorie alimente donc la pratique et vice-versa. Donc c'est ce défi-là qui se pose au système judiciaire contemporain, qui doivent travailler à faire en sorte que les praticiens et les théoriciens du droit donc travaillent de pair. Monsieur Yaya, on va en venir maintenant aux difficultés que la Cour rencontre dans l'exercice de sa mission, de ses fonctions. Quelles sont ces difficultés-là aujourd'hui? C'est aisé le travail de la Cour de justice de l'UEMOA où il y a beaucoup d'embûches? Il n'y a ni difficulté, ni embûches. Là, enfin, pour le peu d'âge que nous avons dans cette cour, tout ce qui arrive en soutien de la cour. Je rappelle aussi tout ce qui arrive, le bureau actuel a été installé depuis près de 8 mois maintenant. Près de 8 mois maintenant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la cour ne chôme pas. Oui. À ma connaissance, je crois que les deux autres interlocuteurs dans cette émission vous diront que rien de contrariant, aucun obstacle ni entrave. Évidemment, il y a les péripéties dans l'étape d'évolution de toute entité, à commencer par l'être humain. Les difficultés de progression, n'est-ce pas? Mais à part ça, là, si vous permettez, je saisis encore l'occasion, les théoriciens dont il a parlé, absolument, ils sont très intéressés. Très intéressés. Et au dernier regroupement, au dernier séminaire régional à Cotonou, ils ont répondu à l'appel. Et la loi, la norme mère a besoin de deux sœurs, deux soutiens, jurisprudence et la doctrine. C'est pour ça qu'il disait que ces universitaires, on les appelle les théoriciens, c'est eux qui questionnent la jurisprudence, les décisions de la Cour, intellectuellement bien sûr. Et là, ils la font évoluer d'invention en création. Et ça peut générer, ça peut engendrer d'autres nouvelles normes qui seront mises en application par la Cour. C'est un cycle. Un cycle. Voilà. Alors, on a l'impression, quand on écoute le juge Yaya, qu'il n'y a pas de difficulté à la Cour, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne saurais être catégorique là-dessus, parce que la distribution de la justice est une œuvre humaine.
Et chaque œuvre humaine a des imperfections. La Cour est résolument engagée à lever les obstacles à la distribution de la justice communautaire qui se dresse devant elle. Mais il est évident que pour le moment, il y a quand même des choses qu'il faut peut-être régler pour rendre la Cour plus réactive, plus performante. La première de ces choses, c'est l'assistance aux juges. Les juges sont au nombre de 8. De par les activités de vulgarisation et de sensibilisation, la Cour a eu une certaine visibilité, même si les moments relativement difficiles connus il y a quelques années ont peut-être sapé un tant soit peu les fruits du travail qui avait été engrangé. Mais il est évident que la Cour reste dans la conscience des justiciables de la sous-région, des justiciables communautaires. Ce qui fait que de temps en temps, des saisines tombent et les saisines ne sont pas de même nature. Elles sont assez diversifiées compte tenu de la compétence de la Cour. Et il y a, dans certains domaines de compétences, il faut développer, je veux dire, une certaine capacité à gérer ce genre de litige. Le droit de la concurrence est assez complexe. Ça demande des connaissances en matière juridique, en matière économique, des fois en matière comptable, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai que la Cour a la possibilité de recourir au service d'experts, mais il serait bon que dans le cadre de l'assistance aux juges, que la Cour recrute des auditeurs qui ont des compétences assez diversifiées, qui peuvent permettre à la Cour de prendre, en tout cas, en charge certaines compétences. Il y a également, au-delà de l'aspect compétence, il y a l'aspect nombre. Un seul auditeur pour une cour de justice de cette nature, c'est très peu. L'assistance au juge doit être organisée de telle sorte qu'à défaut d'avoir un auditeur travaillant avec un juge, qu'il y ait au moins un auditeur qui soit au niveau de la présidence de la Cour, un auditeur qui travaille avec les juges et un auditeur qui travaille avec les avocats généraux. En dehors de cet aspect, il y a également le problème de l'accès à la Cour communautaire de l'UEMOA. Cet accès peut être difficile pour certains ressortissants, pour certains justiciables, parce que la Cour est à Ouagadougou. Pour les justiciables, venir à la Cour nécessite des moyens parce qu'il faut l'assistance d'un avocat, c'est obligatoire. Donc, il faut mettre en œuvre l'assistance judiciaire qui est déjà prévue par les textes qui régissent la Cour. Monsieur Amidou Yameogo, ça fait partie des défis à moyen et à long terme. Bien, je pense que M. Sam a déjà indexé l'essentiel des problèmes, sauf à ajouter la lourdeur des procédures au niveau de la commande publique. Vous savez, une juridiction, ce n'est pas une administration ordinaire. Quand par exemple la Cour est saisie d'une affaire et qu'elle souhaite s'attacher les services d'un expert judiciaire, s'il faut sacrifier obligatoirement aux règles de passation des marchés, donc cela peut prendre donc des mois et ça contribue à rallonger donc les délais de traitement des procédures. Mais je pense que ce n'est pas un problème qui est propre à la seule Cour, donc c'est une difficulté qui est partagée par toutes les structures en fait modernes. Ensuite, à ce problème, il faut ajouter donc d'autres défis. Le défi de la visibilité, par exemple. Aujourd'hui, je pense que donc, la Cour de justice a conscience qu'il faut dynamiser donc, son site web afin de disponibiliser
l'information juridique et judiciaire à l'endroit des populations en temps réel. Vous avez également le défi de la promotion du droit communautaire qui est un défi perpétuel. Nous sommes conscients qu'il faut poursuivre les séminaires régionaux et nationaux de formation afin que la connaissance du droit et de la justice communautaire de l'UEMOA soit effective dans la durée. D'accord, on est en train de finir cette émission. Monsieur Abdoulaye Yaya, votre mot de fin en quelques secondes. En quelques secondes, tout simplement, je peux dire bon vent et bon courage aux juges et bon vent à la Cour de justice. Monsieur Sambé Ibrahima. Je vais terminer en lançant un appel aux États et aux autres organes pour que tout le monde s'investisse dans ce que fait la Cour de justice en termes de vulgarisation et de sensibilisation. Monsieur Amidou Yameogo, votre mot de fin. Je voudrais surtout insister sur le bien fondé, sur la nécessité du processus d'intégration. Vous savez, les problèmes du monde actuel sont d'une complexité que nos États pris isolément auront des difficultés à les adresser seuls. C'est pourquoi des expériences d'intégration comme celle de l'UEMOA sont à soutenir. Et la Cour de justice, en tant qu'organe dans le cadre institutionnel de l'UEMOA, en tout cas jouera sa partition sous la direction de Madame la Présidente de la Cour. Je vous remercie. C'est sur ce mot, Monsieur Amidou Yameogo, que nous allons mettre fin à cette émission. Vous êtes greffier adjoint de la Cour de justice de l'UEMOA. Monsieur Samb Ibrahima est auditeur à la Cour de justice de l'UEMOA et magistrat de formation. Et Monsieur Bawa Yaya Abdoulaye, premier avocat général de la Cour de justice de l'UEMOA. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin, chers téléspectateurs, de cette émission qui était consacrée à la Cour de justice de l'UEMOA. Merci à vous tous de l'avoir suivi.